Merci en tout cas de votre présence à ce point de presse. Je voudrais d'ailleurs vous féliciter et vous encourager au nom de son Excellence le Premier ministre Christophe-Joseph Marie Dabéré pour les efforts que vous faites dans le cadre de la sensibilisation des populations. C'est un élément très important parce que nous devons rompre cette chaîne de transmission communautaire qui est malheureusement aujourd'hui la chaîne par laquelle se propage le Covid-19. Le professeur Martial Ouédraogo reviendra là-dessus dans quelques instants pour des cas qui montrent effectivement que si nous ne prenions garde de par nos actions, nous pouvons être responsables de la propagation de la maladie. Je voudrais donc saluer la responsabilité de tous les acteurs et peut-être revenir sur deux éléments forts. C'est d'abord l'interdiction qui a été faite par l'arrêté du ministre en charge des transports, arrêté conjoint avec celui de la sécurité de l'administration territoriale, pour ce qui est des transports interurbains. Il est clair aujourd'hui que les déplacements que nous effectuons d'une ville à une autre sont parfois malheureusement porteurs de transmission parce que nous ne prenons pas les précautions nécessaires. D'où justement cette interdiction-là, à l'exception du fret et des véhicules qui auront obtenu une autorisation de la part donc du ministère de la Santé. C'est très important. Deuxième mesure, c'est celle annoncée par le gouverneur en ce qui concerne les marchés EIA. Sur cette question, une concertation avec les acteurs, notamment les maires, les personnes ressources, les fêtiers sont en place pour l'opérationnalisation de la mesure. Il est clair que les marchés sont aujourd'hui un cadre où si on ne prête pas attention, on aura effectivement la transition. Mais il faut arriver à trouver le juste milieu pour permettre notamment une continuité de l'approvisionnement des populations, mais également une situation qui ne crée pas des pénuries et d'autres tensions liées à cette situation. Donc le gouverneur a pris ce texte-là et actuellement donc ils sont en concertation avec les acteurs de la mairie, les différents conseillers municipaux, les maires d'arrondissement, le maire central, les responsables des fêtières pour rendre opérationnelle cette mesure-là, dont l'objectif premier, il faut le rappeler, est de participer justement à cette rupture de la chaîne. Je voudrais donc saluer la solidarité de l'ensemble des Burkinabés, mais surtout l'esprit dans lequel les Burkinabés ont accepté ces restrictions. Mais profiter pour lancer un appel à ceux de nos concitoyens qui continuent de penser que c'est une histoire qui est faite pour les réseaux sociaux, c'est une histoire qui est faite pour les ministres, c'est une histoire qui est faite pour les personnes fortunées. Non. Le Covid touche toutes les tranches de la population. Et je suis souvent écœuré de voir que, malgré tout ce qu'on puisse dire, les gens continuent à s'agglutiner dans les restaurants, dans les maquis. Certains refusent de respecter la loi. On ne pourra pas mettre un policier, un militaire, un gendarme de derrière chaque Burkinabé pour qu'il l'applique. Mais chacun d'entre nous doit être responsable de la santé de sa famille, de notre pays, de son environnement. Donc, je lance un appel à ceux qui, aujourd'hui encore, continuent de braver les restrictions pour aller s'agglutiner dans les maquis, dans les restaurants, en pensant qu'il s'agit juste d'une restriction pour le plaisir. Il s'agit d'une question de santé nationale, de sécurité nationale. Et quand je discutais tout de suite avec le professeur, si l'on parle des pics, on va tous frémir. Donc, il faut que nous évitions d'arriver à ces extrémités dans les projections. C'est pour ça qu'il me plaît ici de saluer ceux qui, à travers donc leur action, essayent d'encourager le gouvernement, essayent d'encourager le chorus, essayent d'encourager le comité qui mène cette lutte-là. Je voudrais ici saluer le geste de la Fondation Coris, qui a décidé d'allouer une contribution de 200 millions de francs CFA à la lutte contre la pandémie. Cette fondation met immédiatement à la disposition du comité de lutte du Chorus, donc, au titre de cet accompagnement de 200 millions, 90 950 000 francs CFA constitués de masques de protection, de combinaisons de protection, de solutions hydroalcooliques, d'aspirateurs médicaux à pédales, d'aspirateurs de vide, de potence à roulettes. Ce geste de la Fondation Coris est l'expression de cette solidarité agissante qui doit, avec le respect strict des règles édictées par le ministère de la Santé, nous permettre donc de venir à bout de la pandémie.
Je voudrais rappeler que le gouvernement, sous la direction du chef de gouvernement, le Premier ministre Dabiré, et sous la supervision du président du FASO, son excellent Roch Marc Christian Kaboré, travaille au quotidien à la gestion de cette pandémie, mais également à la gestion des autres défis que nous avons, le défi sécuritaire et le défi de développement de notre pays. Je voudrais donc m'arrêter là pour cette introduction, passer la parole au professeur Martial, et je pourrai ensuite revenir si vous avez des questions en dehors du cadre purement sanitaire. Merci en tout cas pour votre participation et votre accompagnement. Saluer une fois encore, vous savez, l'ensemble des médias. Les médias en ligne diffusent gracieusement les bandeaux que nous, dans le cadre de la sensibilisation. Les télévisions diffusent gratuitement les messages qui sont élaborés. Les radios se sont mises ensemble pour faire des programmes qui seront diffusés sur l'ensemble des radios du Burkina Faso. Et je crois que les publicitaires associés ont cédé un certain nombre de panneaux pour les affichages gracieusement dans le cadre de cette lutte contre la pandémie Covid-19. C'est ça la solidarité nationale qu'il faut saluer. Ajouter à cela nos gestes de protection extrêmement nécessaires pour empêcher la propagation de la maladie. Merci, bonjour et merci à tous d'être là pour ce point de presse. Je m'en vais donc vous donner les informations suivantes. Au moment où je recueillais ces données, nous avions 16 381 décès dans le monde et à ce jour, 68 pays sont touchés par l'épidémie. Et parmi ces pays, il y a 42 pays africains. Et les voisins du Burkina Faso touchés sont la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Niger. Pour ce qui concerne le Burkina Faso spécifiquement, au 23 mars 2020, nous avons enregistré 15 nouveaux cas, ce qui porte à 114 le nombre de nouveaux cas depuis le début de l'épidémie. 96 à Ouaga, 6 à Bobo, 6 à Boromo, 2 à Dédougou, 2 à Houndé, 1 à Banfora et 1 à Manga, soit 41 femmes et 73 hommes. À ce jour, nous avons dénombré 4 décès liés directement au Covid. Alors, je suis heureux de vous rapporter 2 guérisons. Il s'agit d'une femme, membre de l'équipe de prise en charge, et d'un homme de 26 ans, le patient de Houndé. Ceci porte le total de guérisons à 7 personnes. Alors, je vous donne un aperçu de notre charge de travail, puisque vous l'aviez demandé. Les appels enregistrés au niveau du serveur ont été de 42 077. Nous avons pu mettre en place donc, des équipes de 30 personnes toutes les 8 heures, donc toutes les 30 postes sont fonctionnels. Alors, nous avons vu 612 contacts. Et les équipes de suivi des contacts sont donc des binômes, 41 binômes. Donc, si vous rapportez au nombre de contacts suivis, il doit y avoir par jour au moins 15 contacts. Et nous avons reçu au niveau des équipes d'intervention rapide 19 alertes qui ont été investiguées. Nous avons également désinfecté un certain nombre de sites, dont les locaux du ministère des Affaires étrangères, 2 cliniques, dont des ambulances, et 4 domiciles. Au total, nous avons réalisé, depuis le début de la maladie, 183 tests pour les 114 positifs. Je voudrais donc que vous reteniez que nous avons le foyer primaire de Houndé. Malheureusement, le cas, donc incident de Houndé qui a été rapporté est lié à ce foyer primaire-là de personnes qui étaient donc en confinement. Donc le foyer reste jusqu'à présent circonscrit. Il y a les 2 autres foyers primaires de Ouaga qui sont toujours actifs et qui donc sont à l'origine de la plupart des cas incidents actuels. Nous sommes donc en train d'investiguer les foyers de Banfora et de Boromo. Alors, je profite juste de rappeler que le test n'est recommandé que devant des personnes ayant été en contact ou de cas confirmés ou venant
de zones où il y a l'épidémie et qui présentent des signes. Sinon, quand on ne présente pas de signes, on ne doit pas réaliser le test parce qu'il n'est pas contributif. Je vous ai dit, le malade est en incubation, c'est-à-dire que le virus est probablement là, mais pour le moment, comme il ne manifeste pas de signes, on ne peut pas le détecter. Et enfin, je termine en disant que l'éradication exige des mesures d'hygiène individuelles et collectives qui, à mon avis, sont accessibles à tous. Je vous remercie. Élisée Bationneau, journaliste Watt FM. Ma question pour le professeur, premièrement, c'est sur la question de l'utilisation même du gel. On a ouï dire que ce gel même pose souvent des difficultés, ça provoque du rhume, ça provoque d'autres maladies. Est-ce que vous pouvez nous donner de plus amples informations sur son utilisation? Combien de fois par jour il faut l'utiliser? Peut-être si réellement c'est le cas, pour éviter ces difficultés que l'on pourrait avoir. Il est clair que le gel est une substance chimique qui peut être à l'origine d'allergies ou qui peut provoquer quelques désagréments. Mais ce qu'il faudra faire, c'est plutôt se laver plus souvent les mains et occasionnellement utiliser le gel quand on n'a pas l'occasion de se laver les mains. Je pense que c'est une solution plus accessible et moins nocive sur le plan allergologique que le gel. Zango Karim, Radio Optima. Concernant le lavage des mains, à Ouagadougou, on peut dire que ça va un peu, mais et les zones reculées où souvent il n'y a même pas d'eau, comment est-ce que les populations doivent s'y prendre? Maintenant, concernant les mesures qui ont été prises par nos dirigeants, concernant la fermeture des grands marchés, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été prévu justement pour ceux-là qui justement travaillaient dans ces marchés-là? Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises aussi afin de pouvoir s'occuper de cette question adressée au ministre de la Communication? Je pense que c'est pour des raisons épidémiologiques et pour des raisons de sécurité. Je pense que trouver de l'eau pour se laver les mains ne devrait quand même pas poser un problème au Burkina Faso. C'est mon avis en tout cas. Je suis Issa Sigiré du journal Le Pays. Ma question est adressée au ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Alors, déjà sur le terrain, il y a eu une ruée vers les alimentations et d'autres lieux d'approvisionnement. Alors, qu'est-ce qui est fait au niveau du gouvernement pour éviter la flambée des prix? Moi, je suis Abel Kouakou, journaliste à Fasozine. Alors, je voudrais attirer l'attention du professeur à propos donc des opérateurs qui sont au bout du numéro vert qui a été donné. En effet, il y a un de nos confrères qui était en contact avec le ministre Aruna Kabore récemment et qui, dans la journée d'hier, a appelé le numéro vert donc, pour se faire assister. Et tout ce qu'on lui a demandé, c'était de savoir s'il avait les symptômes. Étant donné qu'il n'avait pas de symptômes, on lui a demandé de patienter, d'attendre si éventuellement il faisait le constat de ces symptômes-là. Et il a fallu que ce confrère prenne sur lui-même la responsabilité d'isoler sa famille et de se mettre en confinement. Alors cela m'amène à poser la question de savoir un peu la compétence véritable des opérateurs qui sont au bout donc, du numéro vert. Est-ce que le professeur peut nous certifier que ces personnes-là ont toutes les informations, parce qu'il nous a été dit ici, par vous-même, qu'il y a des personnes asymptomatiques qui ne présentent pas forcément les signes, mais qui peuvent donc propager le virus. Je puis vous assurer que ces personnes-là détiennent par devers eux des guides d'entretien. Malheureusement, il peut y avoir des insuffisances individuelles et si tel est le cas, nous allons donc le corriger. Je suis Mouniratou Lougué de la web télé Droit Libre TV. Ma question s'adresse au professeur. J'aimerais savoir à ce jour, est-ce que la médecine traditionnelle a été associée? Si oui, quelle est sa contribution? Et la deuxième question, c'est de savoir les conseils pratiques que vous avez à l'endroit des journalistes qui sont sur le terrain. Je voudrais revenir tantôt sur la question du conseil qui n'a pas été insuffisant.
pour féliciter la personne et féliciter également probablement la presse. Parce que je vois que malgré l'insuffisance qu'il y a eu à notre niveau, la personne a eu le bon réflexe de s'auto-confiner et de par là protéger sa famille. Mais ce qu'il faudra, c'est qu'il faut revenir probablement vers nous pour qu'on puisse maintenant vous considérer comme contact et vous suivre maintenant jusqu'au dépistage. Alors, pour ce qui concerne la médecine traditionnelle, je viens d'être interpellé ce matin même et après le point de presse, je vais rencontrer une équipe qui fait de la pharmacopée traditionnelle et qui voudrait bien mener des essais cliniques à partir d'une substance qui a été tirée donc, des plantes. Et je vais donc prendre connaissance de ce protocole-là. Donc les conseils pratiques à l'endroit des journalistes, mais c'est les conseils que j'ai adressés à toute la population. Vous n'êtes pas exclus de la population. C'est éviter, vous voyez qu'avant de commencer, Son Excellence a demandé qu'il n'y ait pas plus de 25 personnes dans la salle. Je vous ai dit tantôt, on m'a posé la question du micro. Je vous ai dit également de faire attention au micro parce que je vois que vous apportez souvent le micro jusqu'à la bouche. Bien sûr que, je vous ai dit que c'est à travers les gouttelettes de fluide, c'est-à-dire les portions, qu'on répand la maladie. Et je vois que vous passez les micros. Il faut peut-être penser à les stériliser. Donc, si vous devez vous retrouver à moins d'1 mètre d'une personne, je pense que comme vous ne savez pas spontanément, je ne sais pas si l'interview le nécessite, vous pouvez peut-être penser à porter un masque et bien sûr les conditions d'hygiène de base qui ont été éditées. Donc, vous n'êtes pas une classe exceptionnelle. En fait, vous êtes de la société, c'est les mêmes conditions. Alice Kiambiano, Burkina 24. J'ai une question pour le professeur. Ça concerne les femmes qui allaitent. Hier, j'ai vu la question, j'ai trouvé un peu bizarre sur Facebook. Une dame qui demande quel comportement adopter si elle allaite et qu'elle se sent un peu suspecte. Maintenant, la deuxième, ce n'est pas une question, mais c'est une doléance. Vous nous appelez ici pour venir prendre des informations, alors qu'avant notre arrivée, l'information est déjà dans certaines presses. Donc nous, on vient le temps d'avoir des informations, ça ne sert pratiquement plus. C'est comme si on venait perdre notre temps ici. Donc je ne sais pas si on peut revoir ça. Je commence par la deuxième question. Depuis que vous nous avez interpellés, parce que nous avions obligation de donner ces informations, ça s'appelle le CITREP, donc à un certain nombre d'institutions. Et nous pensons que ça fuitait à partir de ces institutions-là. Mais nous avons pris des mesures. Je ne sais pas si depuis que nous avons pris ces mesures, est-ce que vous avez les informations que nous avons données aujourd'hui, est-ce que ces informations, vous les saviez? Alors donc, ça doit être probablement au sein de notre propre équipe qu'il y a malheureusement des personnes peut-être à raisonner. Alors, pour ce qui concerne l'allaitement, alors, lorsque l'allaitement est obligatoire, la mère peut se protéger en fait, si l'allaitement est obligatoire, mais pour des raisons épidémiologiques. Je pense que ce n'est pas pour le cas du Covid simplement. Il y a des maladies où on est obligé de sévrer l'enfant. Et donc, c'est à discuter avec le médecin, donc le gynécologue, le pédiatre, pour trouver une solution. Mais, tant que c'est pour une période transitoire, on peut donc sévrer l'enfant, quitte à reprendre après la guérison, et peut remplacer par d'autres formes de nutriments. À défaut, s'il n'y a pas de possibilité, c'est que la mère se protège efficacement. La preuve, c'est que nous soyons des malades sans être contaminés, ou en tout cas en étant peu contaminés. Alors, moi, je me nomme Bernard Bougoum, je suis de wakatsira.com. Alors, professeur, hier, on était à 181 tests. Aujourd'hui, je me rends compte qu'on est à 183. Donc, si je fais un calcul, il n'y a eu que 2 de plus. Est-ce qu'il y a des difficultés pour justement faire les tests? Puisque je me rends compte que ça n'évolue pas à ce niveau. Alors, nous n'avons aucune difficulté pour faire les tests. Je peux avoir fait une erreur de calcul, mais nous avons testé au total une 50aine de personnes. Donc, c'est peut-être une erreur qui s'est introduite.
Donc nous n'avons aucun problème de test. Aucun problème de test. Ok, Gildas Da de LCA. Alors, visiblement, les lignes sont en train de bouger en ce qui concerne la chloroquine. J'aimerais savoir ce qu'il en est au niveau du Burkina Faso. La deuxième question aussi, c'est de revenir au niveau du numéro 3535. Parce que beaucoup de plaintes sont revenues. Certains disent avoir appelé pendant des heures sans avoir été décrochés. Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation? Et l'autre question, professeur, qu'en est-il des masques? Parce que réellement, on porte un peu tout et n'importe quoi. Il suffit que vous regardez dans la salle, là, vous allez voir qu'il y a divers types de masques. Qu'en est-il exactement des masques? Quelle est leur durée de vie réelle? Ou est-ce que c'est la peine de porter des masques aussi? Parce que j'entends un peu des contradictions même au niveau de certains professionnels. D'autres disent, tant qu'on n'est pas infecté, ce n'est pas la peine d'en porter. D'autres disent, non, il faut le porter pour éviter les postillons. Qu'en est-il exactement? Peut-être dernière question pour les cas graves. Est-ce que nous disposons de suffisamment de matériel de réanimation au Burkina Faso? Au vu de la montée des cas, est-ce que selon vous, vos projections à la longue, on pourra tenir en ce qui concerne les cas graves? Parce que vous parlez très souvent de détresse respiratoire et autres. Est-ce qu'on a suffisamment de matériel à ce niveau? Ou est-ce qu'il y a des choses qui sont en train d'être mises en branle pour que ça soit le cas? Merci. Je vous ai dit hier que pour le cas de la chloroquine, la réflexion était en cours. Et je vous ai dit tout de suite que nous étions également en train de réfléchir sur des essais cliniques concernant une autre molécule. Donc pour la chloroquine, la réflexion est en cours. Alors, pour le temps d'attente, je vous ai dit que nous avons enregistré 42 077 appels pour 30 postes. Alors, vous comprendrez que vous conviendrez avec moi que le temps d'attente peut être un petit peu long, surtout pour quelqu'un qui est malade et qui est souffrant. Mais il suffirait que peut-être on s'assagisse un peu et épurer tous les appels qui, à mon avis, sont inutiles. Et je vous ai dit tantôt qu'il y a pratiquement la moitié des appels pour juste vérifier si ça marche, etc. Et je parie qu'il y a peut-être même certains d'entre vous qui ont dû appeler voir si on va décrocher. Donc, on va travailler à augmenter le nombre de postes, mais il faut que les personnes qui nous appellent aient de la compréhension et sachent attendre. Mais dans tous les cas, nous avons inscrit ça donc, à l'ordre du jour d'une réunion qui va se tenir après le point de presse pour essayer de résoudre ce problème-là, pour rapprocher davantage le malade de nos services. Alors, pour ce qui concerne les masques, alors, je vous ai dit tantôt que c'est les postillons. Alors, il n'est même pas nécessaire de porter des masques quand on est en situation courante. La preuve, c'est que, Excellence et moi, nous ne portons pas de masque. Il faut respecter donc une certaine distance, éviter la promiscuité. Mais sinon, même les masques en tissu que vous pouvez faire fabriquer, je vois qu'il y en a qui ont des masques en tissu, peuvent être suffisants. Les masques à haute filtration, c'est ce que nous portons parce que nous sommes en situation opérationnelle et nous sommes en face de malades hautement contagieux. Vous ne pouvez pas être en situation de malades hautement contagieux. C'est des suspects. Alors, la durée du port d'un masque dépend de comment on l'utilise. Si il est généralement, moi je vous l'ai dit hier, en fait, nous, en situation opérationnelle, on utilise un masque pour un malade. Mais vous, c'est juste pour vous protéger. Donc, aussi longtemps que votre masque peut relativement être étanche et être propre, mais vous pouvez l'utiliser. Mais nous sommes, je vous dis, c'est pas comme nous qui sommes en situation opérationnelle où nous sommes exposés à des malades hautement contagieux. En ce moment, nous sommes obligés d'utiliser pratiquement un masque pour un malade. Vous revenez sur les problèmes de réanimation. J'insiste. Mais ce n'est pas non plus pour que les gens baissent la garde. Je dis, les cas graves sont rares. Les cas graves sont rares, d'autant que nous avons parmi les malades guéris des malades qui étaient en détresse respiratoire. Et ce n'est pas toute détresse respiratoire qui nécessite toute une machinerie.
Ça peut justifier juste des soins intensifs. On n'a pas besoin forcément de brancher un respirateur. Ça peut nécessiter juste de l'oxygène. Donc j'ai l'impression que vous avez une focalisation sur les cas graves à tel point que vous oubliez de parler de la prévention qui est importante. Ce n'est pas tant de penser à gérer les cas graves. Il faut même éviter de les avoir en fait. Moi je pense que c'est ça qui est l'essentiel. Il ne faut pas qu'on s'apprête à gérer des cas graves. C'est comme si on baissait les bras. Moi je pense qu'on doit plutôt s'apprêter à ne pas les avoir. Que de dire que s'il y a des cas, avec l'augmentation des cas, les cas graves, on peut les éviter de toute façon. On peut les éviter en respectant les directives, on peut les éviter en consultant tôt. Parce que généralement, les personnes qui nous arrivent, on se rend compte que c'est des personnes qui avaient même peur de savoir ce qu'elles avaient. Et c'est des personnes qui arrivent pratiquement avec des difficultés respiratoires avancées. Si ces personnes étaient venues, donc on peut les éviter, et en plus de toute façon, quand on est malade, on peut venir plus tôt. À mon avis, il serait plutôt utile de prévenir les cas graves que de s'apprêter à les gérer. Et la prévention est accessible. Eliman Nikiema de la télévision Impact TV. Professeur, est-ce qu'il y a des appareils de tests rapides disponibles sur le marché? Genre, pour le diabète, on constate que, voilà, dans la même veine. Et puis, selon des informations qu'on a reçues, les chiffres que vous donnez seraient en réalité en deçà et que le nombre serait beaucoup plus que cela. Est-ce que vous confirmez ou infirmez? Merci. Effectivement, il y a donc l'industrie pharmaceutique qui propose des tests rapides, mais qui ne sont pas validés. Donc, nous avons choisi pour la méthode que nous utilisons. Mais vous avez raison, il y a des industries pharmaceutiques qui proposent des tests rapides. Alors, vous me demandez si les chiffres que nous avons sont en deçà de la réalité. Les chiffres que nous avons reflètent les malades que nous avons suspectés et testés. Nous n'avons sous-estimé aucun chiffre. Nous vous l'avons rapporté. Maintenant, dans un contexte épidémique, où on sait, et je vous l'ai dit, qu'un malade peut contaminer 3 personnes avant d'être détecté et traité. Donc, il suffit de multiplier le nombre de cas et vous faites la projection. À cela s'ajoute le retard à la consultation qui rend le malade plus infectieux et à cela s'ajoute encore notre communautarisme et notre incivisme. Donc, l'un dans l'autre, vous vous rendez compte qu'il faut probablement s'attendre à ce qu'il y ait un pic avant la décroissance. Mais j'ai espoir parce que de plus en plus, je me rends compte que, et c'est le lieu de vous remercier, que les informations sont relayées. Parce qu'il faut contextualiser et rapprocher l'information donc de la cible. Et de plus en plus, je vois qu'on nous appelle même de l'intérieur pour s'informer. Ça veut dire que l'information est relayée. Donc, c'est ce que je voulais vous dire à ce sujet. Je suis Jordan Meda de info4.net. Moi, j'ai une question pour le professeur. J'ai remarqué que ceux qui négligent très souvent la maladie sont ceux-là qui ne savent pas comment est-ce que le virus attaque l'organisme humain. Donc, j'aimerais que le professeur explique un peu quel est le comportement du virus dès qu'il entre à l'intérieur de l'organisme, si c'est possible, pour que les gens puissent prendre conscience en fait de la dangerosité de la maladie. Il faut savoir que le virus, c'est une petite bestiole, une très petite bestiole, dont la capacité de nuisance est inversement proportionnelle à sa taille. C'est vraiment une très petite bestiole, tellement petite mais il est tellement intelligent qu'il arrive à récupérer notre matériel pour s'autoproduire. Et c'est pour ça qu'il est difficile à guérir par les médicaments. Parce que pour guérir, vous êtes souvent obligé de détruire la cellule. Et c'est pour ça qu'il est très très difficile à guérir. Donc quand il rentre, il est tellement simple qu'il ne peut même pas se multiplier lui-même. Comme les autres bestioles qui rentrent, qui se multiplient, etc. Lui, il est obligé de récupérer notre propre matériel pour faire des pièces détachées, là, entre guillemets, et puis se reproduire lui-même. Et donc, à partir du moment qu'il est en train dans nos cellules,
Pour l'atteindre, c'est difficile parce que si vous voulez l'atteindre, vous allez détruire la cellule. Mais fort heureusement, si on arrive à maintenir la personne en vie, l'organisme lui-même va réagir et se défendre. C'est pour ça que on se demande, mais quand on dit qu'il n'y a pas de traitement, pourquoi le malade guérit? Et qu'est-ce que nous on fait pendant ce temps? Nous, ce qu'on cherche, c'est prolonger suffisamment la vie du patient pour qu'il ait le temps de se défendre et tuer cette bestiole-là. Voilà comment le virus agit. Et voilà comment l'organisme se défend. C'est Élisée Bationneau de WattFM qui revient. Monsieur le ministre, nous sommes en tout cas contents de vous avoir après quelques jours. Et ma question va surtout sur les questions, le transport dont vous avez fait cas. C'est vrai qu'on a interdit les voyages avec les cars, etc. Pour ceux qui se déplacent à moto, quelles sont les mesures qui sont prévues? Et surtout quand on sait que nombreux sont ceux aussi qui voyagent de nos jours avec leur propre engin. Qu'est-ce qui est prévu à ce niveau? Je veux dire, qu'est-ce que le gouvernement a prévu pour cela? Peut-être deuxième et dernière question d'actualité. On voit que la loi, pour ne pas dire la décision prise par le gouverneur du centre, va entrer en vigueur à partir de demain. Qu'est-ce qui est prévu aussi pour éviter certains désagréments? Quand on sait qu'il y a des gens qui ont des stocks, il faut écouler ça à vil prix, ou bien qu'est-ce qui est prévu réellement pour ces commerçants qui font du gros souvent? Merci. Ça me permet donc de repartir sur une question qui a été posée, sur la question de la divulgation des données avant que vous ne soyez là. Malheureusement, dans tout système, nous avons des imperfections et des fuites. Et je pense aussi que nous sommes acteurs de cette demande-là, malheureusement, parce que nous sommes aussi à la recherche du sensationnel et du scoop. Vous savez que personnellement, je dirais j'en ai été victime, entre guillemets, puisque j'ai fait des tests le vendredi et le samedi, déjà me donnait positif, alors que je n'ai eu mes résultats que quelques jours après. Donc je pense qu'il y a des gens qui utilisent ça comme un canal de désinformation, comme un canal aussi pour se faire voir, comme pour être la personne intéressante. C'est parce que simplement les acteurs n'ont pas pris l'enjeu. Parce que si on prend l'enjeu du problème, on devient un élément, comme le disait le professeur, infiniment petit dans le processus. Ce qui est en jeu, ce n'est pas que je sois le journaliste le mieux informé, ce n'est pas que je sois celui qui frappe le mieux sur le gouvernement, celui qui dénigre telle ou telle personne. Ce qui est en jeu, c'est comment on fait pour que le taux baisse au niveau de la transmission, parce que plus on aura de personnes contaminées, plus le risque d'avoir de personnes en détresse sera important, plus le risque de mort sera important. Donc on a beau avoir un seuil de 80% de malades qui ne vont pas déclarer, il y a 20% qui sont dans une situation délicate, il y a 5% qui peuvent être dans une situation dangereuse, et vous faites le point. Le professeur a dit, un malade, c'est au moins 3 personnes contaminées. Si on est 1000, ça fait 3000. Si vous retrouvez 5% de 3000 en situation délicate, vous voyez ce que ça fait comme personne potentiellement en situation. Après, est-ce que notre système sanitaire pourra supporter cette charge de 100, de 200 personnes en situation d'être prises en charge? C'est une question qu'on doit se poser et sur laquelle on doit agir pour casser véritablement la transmission. Et ça, je crois que les médias l'ont compris. Ce n'est pas que je vais vous faire jeter des fleurs, mais tous les patrons de presse sont dans une logique d'accompagner la communication pour que cette rupture de la chaîne-là se passe. Donc, ça me permet de revenir à la question des transports. L'arrêté est clair. C'est les transports interurbains. Et donc, il y a instruction qui a été donnée au ministre de la Sécurité, au ministre de la Défense, de veiller à cela. Bon, on ne peut pas empêcher quelqu'un qui vit après Ouagadougou de rentrer à Ouagadougou parce que c'est son lieu de vie. Hein? Beaucoup de Ouagalais vivent derrière le poste de police. Comment ils vont faire? Mais évidemment, si quelqu'un voyage d'une contrée à une autre, qu'il soit à moto, à cheval ou à dos d'âne, on va le contrôler. Et si les policiers estiment qu'il n'a pas le droit de rentrer, il ne va pas rentrer. Je pense qu'il y a ce que le texte dit, et puis à l'application, à ce que les acteurs vont voir en réalité pour mettre en œuvre. C'est pour ça, sur la question des marchés IA, le gouverneur a pris son texte, mais aujourd'hui, il y a une concertation. Vous savez, dans une situation comme celle-là, qu'est-ce qui préoccupe le plus?
c'est la sécurité des acteurs. Comment on fait pour que la maladie se transmette? Et si on doit arriver à une fermeture des marchés, on va y arriver. Simplement, il faut garantir en même temps de ne pas tomber dans une situation où un certain nombre d'acteurs ne pourront pas s'approvisionner. Donc, il faut regarder les modalités pratiques. Si c'est des stocks de véhicules, de vélos, de tissus, etc., je regrette, ce n'est pas des choses essentielles aujourd'hui. Mais si c'est des situations où les gens doivent pouvoir manger, pouvoir se soigner, pouvoir avoir accès au minimum vital, ça, c'est des questions sur lesquelles les acteurs réfléchissent actuellement pour que l'arrêté du maire qui va mettre en application ce texte du gouverneur-là précise tous ces éléments-là. Donc, tous les aspects sont pris en compte, n'ayez pas d'inquiétude là-dessus, mais la question principale, c'est d'arriver à interrompre la chaîne de transmission communautaire. Un malade infecté, c'est 3 autres potentiellement. Et quand vous faites la déclinaison, vous voyez où on peut arriver en termes de seuil de pénétration au sein de la population. C'est Jordan Meda qui revient. J'ai 2 questions. La première, c'est par rapport au marché IA. Dans la décision du gouverneur, c'est écrit gros marché IA. Bon, tout de suite, on se demande c'est quoi la différence entre gros marché et IA et comment est-ce qu'on définit un petit IA et un gros IA, parce que c'est un peu différent. Il y a des gens qui se disent oui, bon, le marché de mon quartier n'est pas concerné ou le marché de la ville n'est pas concerné. Est-ce qu'on peut définir dès aujourd'hui qu'est-ce qui est gros marché, qu'est-ce qui est IA, qu'est-ce qui est petit IA ou bien qu'est-ce qui est grand IA? Et la seconde question, c'est de savoir avec la situation, comment est-ce que le gouvernement travaille maintenant? Est-ce qu'il y a toujours des réunions au niveau de la présidence du FASO ou bien le gouvernement travaille en téléconférence, comme certains gouvernements le font déjà? Merci. Sur la question justement de qu'est-ce qui est gros, qu'est-ce qui est petit IA, comment ça va se faire, c'est ce dont je dis. De façon pratique, l'arrêté que prendra le maire précisera ces aspects-là. Vous savez, en rigolant, on dit, si vous dites que vous fermez un gros yard et que le petit yard devient un gros yard, comment on fait? Voilà. Donc, il y a des questions pratiques que l'arrêté va prendre en compte. Avant de rentrer donc, dans cette salle, j'étais encore en discussion avec le gouverneur et il m'a dit, nous y travaillons et il y aura donc, avec tous les acteurs, y compris les fêtières des commerçants, les responsables des marchés IA, les personnes de ressources, tout le monde travaille pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que nous cassions la voie de transmission par les marchés IA, tout en préservant un minimum nécessaire au fonctionnement ou à la vie des personnes. Pour ce qui est du travail gouvernemental, là-dessus, il n'y a pas de doute. Hein. Vous savez, il y a des ministres qui sont malades, qui sont positifs, donc qui sont malades. Ils sont soit à l'hôpital, soit parce que leur état ne nécessite pas, n'ont pas été transférés à l'hôpital encore. Eux, ils sont hors du circuit, ils interviennent par téléphone. Et vous savez, le système fait que quand vous êtes nommé ministre, immédiatement, il y a un décret portant intérim qui est signé. Chaque ministre a 2 intérimaires. Donc, le travail se poursuit normalement. Moi, absent 2 jours, j'ai un intérim qui est le ministre des Burkinabés de l'extérieur et Madame le ministre en charge de l'économie numérique. Donc, ils assurent. Deuxièmement, lundi, on a eu par exemple 2 séances de travail avec le Premier ministre en vidéoconférence. Tous les ministres concernés sur un dossier. Actuellement, pendant que je vous parle, les ministres sont en réunion de travail avec le Premier ministre et le président du FASO en vidéoconférence. Au niveau du Premier ministère, les activités se poursuivent. Au niveau des ministères, les activités se poursuivent. Je crois que nous aurons le travail qui est fait aujourd'hui précisera est-ce que le Conseil des ministres qui se tiendra demain, on le fera soit à Koussiam, soit on le fera en vidéoconférence. Après, donc, un certain nombre d'éléments d'analyse, etc. Mais le travail se fait. Les ministres ont travaillé hier avec le Premier ministre en vidéoconférence. Ils ont travaillé en vidéoconférence. Aujourd'hui, il y a une première réunion qui s'est tenue à 10h avec le président du FASO. Une autre se tiendra à 11h avec le Premier ministre. Et on verra comment ça fonctionne. Mais l'activité du gouvernement se poursuit. Et c'est pour ça d'ailleurs que les décrets d'intérim sont essentiels dans le fonctionnement d'une administration, parce que là, le décret prévoit qui est signataire à l'absence d'un ministre pour la continuité de l'administration. Le ministre de la fonction publique a également mis en place un processus pour voir comment nous prenons en charge la réalité même du travail de l'administration dans son ensemble. Parce que, comme dit le ministre des Transports, chacun d'entre nous a au moins 4 déplacements. Ils entendent par déplacement un aller-retour. C'est la moyenne des Wagalais.
Donc ce qu'on demande aux gens aujourd'hui, c'est de revenir à un déplacement. Quand vous partez, quand vous rentrez, vous ne ressortez plus. Donc c'est ce qu'on demande aux Wagalais. Donc comment on doit travailler à cette situation au niveau de notre administration, c'est l'un des enjeux également pour que dans le fait de rester à la maison, nous puissions participer aussi à réduire un peu les éléments de contamination et de propagation du Covid-19. Moi, c'est Tougri Michael de la télévision True TV. On voit qu'aujourd'hui, l'actualité, c'est le Covid-19. Il y a la situation aussi sur le front social. On a vu que sur les réseaux sociaux, il y a le salaire d'un certain nombre de secrétaires généraux qui ont été suspendus. Est-ce que le ministre a quelques éléments d'information? Je pense que sur cette question, le gouvernement est assez cohérent. Le droit de grève est un droit qui est respecté par la Constitution. C'est un droit qui est garanti dans la mesure où il est mis en œuvre en respectant ce que la loi dit. Et dans le cas d'espèce, les 120 heures de grève, je crois, c'est du 16 au 20, si je ne me trompe pas, ont été déposées dans les règles. Les acteurs sont allés en grève. Les conséquences sont que, effectivement, ces jours-là ne seront pas des jours payés. Pour ce qui s'est passé avant, les ministres en charge des différents secteurs où les responsables sont interpellés ont constaté qu'il n'y avait pas eu de travail des acteurs. Et la loi dit, le salaire, c'est une rémunération d'un travail. La personne qui n'a pas travaillé n'a pas droit à son salaire. Voilà. Donc je pense que là-dessus, il n'y a pas d'autre réponse que je peux apporter. Nous sommes dans une logique d'être des acteurs qui travaillent sur le droit et nous appliquons donc ce que les textes, règlements et lois de notre pays prévoient à la matière. Je suis Zongo Ibrahim de la télévision Burkina Info. Ce matin, nous avons vu dans le journal L'Observateur Palga que le comité dirigé par le professeur Martial Ouedraogo demande le confinement de Ouagadougou. Est-ce que le gouvernement a reçu un tel message et quelle suite vous donnez à ce message-là? C'est Alice Kiambiano qui revient. C'était pour demander si la ville de Ouagadougou sera en quarantaine dans votre plan, comme on voit que le nombre ne fait qu'augmenter, et demander aussi le message que vous avez, peut-être que vous pouvez lancer à l'endroit de ceux qui sont toujours dans les maquis et les maquis et puis les coins de vente, bon je vais dire les noms, de porc au four et de viande de chien. C'est vrai, on a dit, mais les gens se cachent toujours. Par exemple, les quartiers zone 1 et d'Assasco, j'en ai vu. J'ai parlé sur ma page Facebook et hier même, aux environs de 19h30, il y avait toujours des gens qui étaient dans des maquis à Bonneuville. Donc je ne sais pas ce qu'on va faire maintenant, vu que le procureur a dit de ne plus frapper, alors que j'ai l'impression qu'ici, nous avons vraiment besoin de ça. Je ne sais pas, parce que ça ne va pas. C'est comme si nous sommes tous inconscients. Ok, Zango Karim de la radio Optima qui est de retour. Concernant la fermeture des écoles et universités, on voit que si les marchés seront fermés, qu'en est-il des écoles? Est-ce qu'on va prolonger encore la fermeture des écoles? Parce que c'était prévu que le 1er avril, que les gens reprennent la route de l'école. Est-ce que, voilà, ça sera aussi, les écoles seront fermées, toujours. Maintenant, concernant la réaction du procureur, qu'est-ce que le gouvernement pense? Si Bougoum de Wakar Sira, ça va un peu vers sa question. Alors, on a vu qu'il y a un couvre-feu. Malheureusement, il y a des bastonnades. Alors, si la toile, les gens sont partagés, quel est le commentaire que M. le ministre en fait? Merci. Alors, je vais commencer par la question de Ouagadougou. Les comités scientifiques, ils font des propositions eu égard à l'évolution de la situation. Et il y a un conseil national donc, qui s'occupe de la gestion de la crise, présidé par le Premier ministre. Il y a un conseil scientifique qui est installé au niveau de la présidence du Faso. Depuis toujours, y compris dans son propos, son Excellence le Président Roch-Marc Christian Kaboré a dit que les mesures pourraient être évolutives. Et si on doit aller vers une quarantaine ou un confinement de Ouagadougou et de Bojo-Dioulasso, on va y aller parce qu'il faut arriver à rompre cette chaîne de transmission communautaire. Mais les décisions seront prises de façon graduée et quand il n'y aura plus d'autres solutions que celle-là, le gouvernement devra y aller. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Dans cette situation, je pense que le gouvernement assume ses choix et met en œuvre de façon coordonnée les différentes directives en s'appuyant sur ce que les techniciens, les scientifiques nous disent afin justement de ne pas faire d'erreur. La question des messages de Alice, je pense que c'est une question importante.
Vous savez, quand on a dit le couvre-feu, j'ai vu des gens dire, mais pourquoi on fait le couvre-feu, etc. Moi, je suis dans une zone quasiment à la limite des non-lotis. Et je vois comment les gens vivent. S'il n'y a pas de couvre-feu, là, les gens vont continuer à faire la fête, à boire le chapalo. D'ailleurs, on vit plus la nuit dans ces espaces-là que le jour. Parce que le matin, les gens vont chercher à leur pitance. Et quand ils rentrent le soir, on est tous dans une période extrêmement chaude, les gens sont dehors. Donc, parfois, les gens disent, oui, le couvre-feu, c'est à quoi? Mais de temps en temps, sortons de la polémique et regardons quel impact les acteurs recherchent. Vous avez vu aujourd'hui que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, tous ont installé des couvre-feux. Face justement au fait que les restrictions imposées à l'ouverture d'un certain nombre d'espaces de rencontrement des hommes n'étaient pas respectées. Je pense qu'il faut aussi que les acteurs s'assument. Comment un responsable de maquis, de bar, on dit de ne pas laisser les gens vous faire rentrer. Bon, il faut aussi que chacun de nous individuellement soit responsable, mais il faut aussi que les autorités communales, chacun à son niveau, prennent des dispositions. Une fois que l'autorité principale a donné le là, chacun de nous doit jouer la musique comme il a défini. On ne doit pas se dérober. Chacun doit jouer son rôle, à tous les niveaux. On va revenir à la question, c'est celle du procureur. Effectivement, mettre en scène des personnes comme manœuvre, hein, c'est attentatoire à leur dignité, etc. Donc je pense que les acteurs ont pris conscience, ça va être corrigé. Voilà. Mais je dis en souriant, je suis content que le procureur s'émeuve pour ça. Mais je dirais qu'il aurait pu s'émeuvoir aussi lorsque, dans le cadre du travail, les réseaux sociaux ont montré une personne se faisant agresser. La justice ne doit pas être sélective. Elle doit s'appliquer à tout le monde de la même façon. Donc si on montre des gens qu'on manœuvre dans les réseaux sociaux, que le procureur s'émeut et qu'il rappelle à l'ordre la police, la gendarmerie, tous ceux qui sont en charge de faire respecter la loi, je suis surpris que quand il voit une violation manifeste de quelqu'un agressé dans son bureau, ça ne l'inquiète pas qu'il n'appelle personne. Mais je crois qu'il est important effectivement que les acteurs au niveau des FDS soient respectueux des droits, et je pense qu'ils en ont tiré conséquences. Voilà. Mais je dis, attention à ceux qui ne vont pas respecter. Ça serait à leur risque et péril. Là-dessus, je pense que je suis totalement solidaire avec une force de défense et de sécurité. Celui qui se fait prendre, c'est à ses risques et périls, parce que ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question de santé publique. Alors, sur les écoles et universités, la date fixée, c'était, je pense, le 2 avril. Mais comme on dit, ça peut être évolutif. Si on se rend compte qu'effectivement, la date du 2, la situation est telle que renvoyer nos enfants à l'école peut être source de danger pour eux et pour la communauté, ben on va prolonger. Il n'y a aucun problème à ça. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la demi-mesure. Nous sommes dans des prises de décision qui doivent permettre de stopper définitivement cette situation. Donc si c'est le 2, ils doivent aller, et puis on se rend compte, avec l'avis des acteurs qui disent le 2, ce n'est pas possible, mais ça serait le 15, le 30 ou en mai. Après, les acteurs retravailleront à arranger le calendrier scolaire pour permettre justement à ce que l'année puisse se mettre en place normalement. Alors, je vais faire un peu la promotion du travail que fait la cellule de communication. Et il y a des messages qu'ils envoient, et j'en ai retenu quelques-uns que je voudrais vous lire ici. C'est qu'ils s'adressent aux personnes âgées. Ils disent, personnes âgées, le coronavirus constitue une menace réelle pour votre santé et votre survie. Pour la prévenir, restez à la maison, lavez-vous régulièrement les mains, évitez de saluer les gens. C'est vraiment important parce qu'on s'est rendu compte que les personnes, le professeur l'a dit, qui ont un certain nombre de maladies, les personnes âgées sont plus facilement frappées par les dégâts que cause cette infection-là. Donc faisons attention et prenons en charge ces personnes âgées-là. Et je voudrais vous féliciter donc pour votre participation. Vous demandez donc de rester avec nous pour mener cette lutte-là. Remerciez vos organes de presse qui permettent effectivement la diffusion et la communication qui doit être encore renforcée à tous les niveaux pour briser cette chaîne-là. On se donne donc rendez-vous demain. Comme a dit le professeur, en ce qui concerne la divulgation des informations avant,
on va essayer de trouver la solution. Mais vous savez, il n'y a pas que ça. L'intérêt, c'est justement cette interaction que nous avons. Quand vous avez posé, Alice, la question sur l'allaitement, c'est une question justement qui est importante, qui va permettre aux gens de prendre conscience d'un certain nombre de réalités. Donc, autant les résultats sont importants, autant également l'interaction que nous avons ensemble dans cet espace-là est important pour l'éducation et la sensibilisation des populations. Bon retour dans vos rédactions respectives et faisez vote plutôt les éléments de précaution édictés par le ministère. Merci.